Le film le plus choquant que j'ai vu cette année est sorti pile poil pour Noël. Est-ce que c'est pas magnifique? Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans une nouvelle vidéo de critiques multiples où je vais faire la critique de plusieurs films qui sont sortis récemment. L'objectif est de vous donner mon avis rapide sur ces films sans spoiler. Évidemment, je vous dirai à quel moment je parle du film de la miniature. Et croyez-moi, ce n'est pas une exagération car j'ai vu 112 films pour l'instant cette année et je trouve que c'est le film le plus choquant. On en parlera évidemment, mais je fais cette liste par ordre de préférence. C'est-à-dire que je vais commencer avec le film que j'ai le moins aimé de la liste et à la fin il y aura mon préféré de la liste qui pour cette vidéo là est d'après moi l'un des meilleurs films de l'année et un véritable chef-d'œuvre. Et je vais essayer de faire moins de 2 minutes par film, c'est un avis rapide et c'est vrai que pour beaucoup de ces films je voulais en faire une critique à chaud mais j'ai malheureusement pas eu le temps, la fin d'année est assez compliquée je dois vous admettre, mais j'ai quand même envie de vous motiver à voir quasiment tous les films de la liste car ils sont encore disponibles en salle ou ils viennent tout juste de sortir sur la plateforme de streaming. Et je voulais faire cette vidéo pendant les vacances comme ça beaucoup puissent en profiter pour se déplacer en salle. Le premier film dont j'ai envie de parler est Maestro, l'histoire du fameux compositeur Leonard Bernstein qui a composé énormément de musique de films par exemple. On va suivre sa vie à travers son art mais surtout son mariage avec sa femme. Maestro est le nouveau film de Bradley Cooper, son deuxième film après Star is Born que moi j'avais vraiment adoré. C'est un film Netflix qui est sorti le 20 décembre sur la plateforme et c'est l'un des gros prétendants aux Oscars, que ce soit dans les catégories meilleurs acteurs ou meilleurs films. Et c'est un peu le problème que j'ai avec ce film, on dirait vraiment un film très Oscar bait, ces films qui sont faits pour gagner des Oscars plutôt que raconter une histoire, et c'est l'impression que j'ai avec ce film. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est un biopic très classique dans sa manière de faire, qui s'inspire beaucoup de l'ancien Hollywood, que ce soit dans la mise en scène, que ce soit dans l'acting très théâtral, et qui fait la transition vers l'acting plus réaliste qu'on a à partir des années 60, je dirais. Je trouve que les 40 premières minutes qui sont en noir et blanc sont pour le coup magnifiques en termes de couleurs. J'adore la manière dont le noir et blanc est représenté à l'écran, ça y a rien à dire, et il y a plein de transitions hyper bien foutues et qui ont cette part de fantastique en elles que j'ai beaucoup apprécié aussi, qui se fait pas beaucoup dans ce genre de film, mais ça fait beaucoup film de l'époque où ils avaient des transitions un peu folles. C'est pour ça que c'est un biopic qui représente beaucoup cette époque-là et qui va vraiment rendre hommage à Hollywood, à la manière de faire des films de l'époque, d'où le côté Oscar bait. Tout est filmé un peu de loin pour montrer les cadres plutôt que les personnages. Après ça sert vraiment le propos, ça montre un décalage entre ce que le spectateur voit et ce que les personnages ressentent et leur évolution, et surtout ce qu'ils font qui est généralement pas forcément toujours bien, qui sont dans des thèmes très hollywoodiens. C'est l'histoire d'un compositeur qui est dans son placard, in the closet comme on dit, car il est homosexuel. Il y a aussi toute une thématique sur son héritage juif, et c'est un peu le souci que j'ai avec ce film là, c'est que je sais pas vraiment de quoi il parle au final. Je trouve que là pour le coup on sait pas vraiment qui est Leonard Bernstein, on sait pas quel est le sujet principal du film. Ça aurait pu être son art, la manière vraiment dont il a créé toutes ses compositions, ça parle un petit peu de ça. Ça aurait pu être justement ce côté où quand t'es juif à cette époque c'est difficile d'avoir une place dans la société, surtout dans ce milieu là. Ça peut être son homosexualité qu'il a cachée, ça peut être son mariage défaillant. Il y a tellement de choses qui se passent et je trouve que le film se concentre à aucun moment sur aucune des choses assez pour rendre cette personne là un peu plus légendaire, un peu plus iconique ou tout simplement plus compréhensible, parce que c'est vrai que tu sors de ce film là, j'en connais pas forcément plus sur Leonard Bernstein et j'ai pas non plus vécu une histoire émouvante. Ce qui est un peu triste parce que Carey Mulligan se donne à fond et pour le coup elle mérite une nomination. Bradley Cooper est assez transparent aussi dans le rôle, on le reconnaît pas trop en tant qu'acteur, il fait un bon taf, il mérite une nomination aussi je pense, mais il mérite pas la récompense. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des grosses séquences d'engueulades entre eux et ça fait très Oscar plus qu'autre chose quoi. T'as l'impression que chaque scène ils veulent choper l'Oscar plus que raconter une histoire, et c'est vrai que je suis sorti de ce film sans savoir plus sur l'époque, sur le personnage, et je veux pas un film Wikipédia hein, mais j'ai pas non plus été transporté dans l'ambiance, j'ai pas non plus été transporté par l'émotion. C'est pour moi le seul bon film que j'ai détesté suivre. Je me suis vraiment ennuyé, j'étais pas passionné parce que le film n'arrêtait jamais de lancer de nouvelles choses et la fin n'est pas du tout satisfaisante. Encore une fois quand je dis satisfaisante c'est d'un point de vue narratif, je trouve que l'intrigue va pas au bout des choses et il y a tellement de choses qui sont abordées qui sont jamais vraiment abordées plus que de manière très superficielle. C'est le biopic classique un petit peu chiant me concernant que vous avez déjà vu plein de fois avant, qui a malheureusement pas d'émotion alors que le film quand même aurait dû mener vers quelque chose d'émouvant, de puissant, et au final tu sors d'un film où tu ressens ni de la haine, ni de la colère, ni de la tristesse, tu ressens pas grand chose et ça rend pas forcément un très bel hommage je trouve à ce compositeur qui est extrêmement connu, en tout cas dans le monde du cinéma, et on en ressort sans trop de souvenirs, ce qui est un peu malheureux. Donc c'est pour moi assez difficile à conseiller honnêtement. Le prochain film s'appelle Une équipe de rêve, c'est l'histoire d'un coach qui a été viré de son équipe, qui doit maintenant entraîner la pire équipe internationale du monde. Les Samoa américaines vont être ce nouveau lieu de refuge pour ce personnage-là, mais évidemment pas tout va se passer comme prévu. C'est le nouveau film de Taika Waititi que moi j'aime beaucoup, je l'ai tout le temps défendu parce que j'adore tous ses films. Oui,
tous, à des degrés différents évidemment, mais là il sort un nouveau film qui est un peu sorti dans l'indifférence la plus totale. Alors là le marketing s'est un peu relancé, je vois ça sur les réseaux et tout avec les acteurs et tout, mais je comprends parce qu'en fait il a pris une histoire vraie qui était déjà racontée dans un documentaire qui apparemment est mieux que ce film, et forcément le documentaire il y a la vraie essence de l'histoire. Il a repris cette histoire là, il a embelli et il a sorti ce film, et c'est la vérité, c'est que c'est une œuvre mineure pour Taika Waititi, et ça se ressent aussi j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il voulait vraiment faire son film sympathique, cool et mignon et passer à autre chose. J'ai vraiment l'impression que c'est une étape pour lui pour retourner en Polynésie, faire un film dans de magnifiques paysages qui sont bien mis en valeur. Il a encore son talent de metteur en scène qui est vraiment bien foutu, mais tu ressens aussi qu'il est moins investi, que c'est pas l'œuvre qui l'inspire le plus, que c'est pas l'œuvre la plus originale de son côté. Ça se ressent dans les blagues qui sont moins réussies que d'habitude. Il y a moins de profondeur dans les dialogues et dans les thématiques des personnages, où il y a moins cette tristesse cachée qui est vraiment digne de l'auteur. Oui, il laisse les acteurs s'exprimer et le film est drôle, il y a de beaux moments et mémorables et fun et beau justement parce qu'il profite de la Polynésie et il y a des séquences touchantes. Tout est vraiment bien foutu de tous les points de vue, mais ça va pas au-delà, ça va pas chercher plus loin dans ses thématiques, dans son histoire. C'est assez simple, ça fait vraiment enchaînement de séquences de films de sport que vous avez déjà vu. C'est comme Ted Lasso, sauf que c'est pas Ted Lasso, c'est Ted Tasso. Pour ceux qui ont vu la série, vous savez de quoi je parle. Mais c'est le feel-good movie qui malheureusement est peut-être le moins bon film de sa filmographie, que ce soit les références maladroites ou encore une fois, comme je vous l'ai dit, l'humour qui passe pas toujours et qui fait très gamin à certains moments, sans justement la profondeur émotionnelle qu'ont habituellement ces films. C'est maîtrisé, c'est feel good, je pense que quasiment tous les gens vont apprécier. C'est difficile de détester le film, mais je pense pas que beaucoup de personnes vont forcément s'en rappeler, mis à part comme un bon film de sport appréciable et mignon, qui change un petit peu d'ambiance avec la Polynésie et tout, et tu rentres dans cette culture. Mais malheureusement, c'est pas ce que j'appellerais du grand cinéma, même si ça reste un très bon moment. Pour ceux qui veulent aller le voir en salle, c'est un moment agréable, mais sans plus. Le prochain film s'appelle Winter Break, qui raconte l'histoire de plusieurs élèves qui restent dans leur établissement scolaire privé lors des vacances de Noël. Ces adolescents-là n'ont malheureusement pas de famille qu'ils peuvent rejoindre pendant les fêtes, du coup ils sont coincés avec un professeur qu'ils détestent. C'est le nouveau film d'Alexander Payne. Alexander Payne, pour moi c'est 50-50, il y a des films que j'ai adoré lui, d'autres pas. Celui-ci fait partie des films que j'ai vraiment apprécié de la personne. Typiquement, lorsque vous voyez ce film, vous pensez au Cercle des poètes disparus. C'est quasiment la même essence, mais une histoire plus personnelle plutôt que la relation entre un élève et une classe. Là, ce serait la relation entre un élève et un professeur. Paul Giamatti mérite clairement une nomination aux Oscars, je trouve qu'il a été excellent dans son rôle, et c'est ça qui est fort, c'est la relation entre tous les personnages, c'est l'ambiance froide, festive, un peu déprimante de Noël pour certaines personnes, mais il y a aussi un côté confort dans le film qui est vraiment appréciable, et il y a aussi une révélation, Dominique Sessa, qui n'a jamais joué dans aucun film ou série dans sa vie avant, c'est son premier rôle, et le gars crève l'écran, c'est une future star. Franchement, s'il choisit bien ses films et qu'il se concentre sur le cinéma, il y a vraiment moyen qu'il devienne quelqu'un de très connu, parce que le gars est super bon, drôle, charismatique, une vraie révélation dans ce film, il n'y a rien à dire. Le film prend son temps, c'est 2h20, vraiment, tu vas rentrer dans la psychologie de ces personnages-là, tu vas vivre leurs aventures sur ce campus. Le film se renouvelle constamment, c'est un pur plaisir à suivre. C'est un feel-good movie aussi assez appréciable, qui a plus de tonalité dramatique, la chose que j'aurais aimé que le précédent film ait un peu plus par exemple. Là, c'est évidemment pas le même humour, mais vu comment tu rentres dans la psyché des personnages, dans l'ambiance du film, dans le drame, je pense que beaucoup de personnes vont considérer ce film comme une vraie bonne surprise et vont être vraiment émus par le film et vont s'en rappeler parce que ça fait partie, d'après moi, des meilleurs films de l'année. Évidemment, le film est disponible en salle. Le prochain film est le film le plus choquant de l'année d'après moi. Il s'appelle Saltburn, qui raconte l'histoire d'un jeune étudiant un peu seul qui va se faire un nouvel ami riche. Ce nouvel ami va l'inviter à sa maison de vacances à Saltburn et c'est là que les choses vont complètement dégénérer. Saltburn, c'est un film qui a beaucoup fait parler de lui aux États-Unis ces derniers mois. Il est sorti en salle. C'est le film choc pour beaucoup de personnes. Il y a des trends sur les réseaux, mais il sort un peu partout dans le monde maintenant en streaming sur Amazon Prime, là depuis ce vendredi. Et il y a plein de raisons pour lesquelles c'est le film le plus choquant, mais il faut comprendre que c'est choquant pour une simple et bonne raison, c'est volontairement choquant. Et ça, c'est un truc que les gens vont peut-être détester. Je dis pas que c'est pas justifié dans le scénario ce qui se passe. Je dis juste que l'objectif du film, c'est d'être décadent, c'est d'être choquant. C'est pas un point négatif, mais ça va déplaire à beaucoup de personnes. C'est le nouveau film d'Emerald Fennell et j'ai aimé les 3 films que j'ai vus d'elle, ces 3 derniers. Donc j'avais assez hâte de voir celui-ci qui divise beaucoup pour le coup. Je le répète, le but c'est la décadence et le choc. Le film pue le sexe, il pue la tension sexuelle. Les personnages sont filmés d'une manière, Jacob Elordi, c'est une sorte de fantasme masculin dans ce film. On filme ses pieds, ses cuisses, sa sueur, son cou, sa barbe, ses poils. Le but c'est de le sexualiser à mort. C'est clairement le but du film et ça marche bien parce qu'il représente ici, sans rentrer dans trop de détails, l'obsession. Il représente le désir. Il représente quelque chose d'inaccessible. Il a prouvé pour moi là que ça serait un grand acteur. S'il choisit bien ses films, il sera incroyable et mémorable. Pour les gens qui n'aiment pas la tension sexuelle dans les films, alors là vous allez péter un câble parce que t'as vraiment l'impression qu'ils veulent tout scan entre eux. Il y a un truc assez décadent par rapport à ça parce que c'est le but de l'histoire, la décadence des riches, le mépris de classe, la manière dont la richesse te monte au cerveau, la manière dont tu es déconnecté, la manière dont
dont tu cherches de l'attention, la manière dont tu essaies d'accéder à cette richesse, la manière dont tu es déconnecté de la vraie vie du travail. Tout ça dans l'un des films les plus beaux de l'année, je trouve. Il y a des images magnifiques, des plans mémorables, les couleurs très saturées, des moments en kaléidoscope. Il y a plein de séquences que je trouve visuellement hyper prenantes, hyper marquantes. Et le film a des séquences iconiques par les visuels, sans vouloir être forcément iconique, lourdingue, comme un certain film récemment. Il y a cette esthétique riche, britannique, pompeuse, détestable, qui est genre hyper kiffante à suivre. Tout ça critiqué par une imagerie religieuse. Vous allez peut-être câbler avec ma comparaison, mais pour ceux qui ont vu le film, vous allez comprendre. Ça fait penser à du David Fincher en mode girly, pop, efféminé, rose. C'est pas une mauvaise chose, hein. J'adore l'art du film, j'adore l'esthétique. Tout est un peu gender fluid, si vous voyez ce que je veux dire, et très paillette, et ça va énerver beaucoup de personnes. Je trouve juste la fin un peu trop extravagante et surexplicative, mais ce film-là est volontairement paillette, rose, girly pop, mais derrière tout ça, il y a quand même un art qui est vraiment réussi, et c'est là que je pense que les gens vont détester. Les gens vont se dire non mais c'est trop, c'est too much, c'est volontairement too much, c'est l'excès à l'état pur. Faut pas prendre ce film trop au sérieux. C'est vraiment une satire exagérée à fond, et là je pense que beaucoup de personnes vont déconnecter. Et je comprends que ce film divise. Moi je fais partie des gens qui l'ont adoré, et il y a des gens qui vont le détester justement à cause de ses partis pris artistiques qui sont pour le coup extravagants. Je trouve justement la fin très simple et assez décevante pour le coup par contre. Non pas qu'elle est mauvaise, mais je trouve qu'ils auraient pas dû expliquer l'histoire du film et la fin, et le film aurait été meilleur. La fin c'est vraiment très bateau, banal, et le film aurait été bien mieux sans tout ça. Si la fin était plus ouverte et t'enlevais carrément une section du film, je pense que le film aurait été meilleur. Il y a une séquence avec des explications à la fin du film. Pour moi, s'ils enlevaient ça, t'aurais compris le même message du film sans les explications lourdingues. Mais j'ai vraiment l'impression que la fin a été faite pour une audience plus large parce qu'ils voulaient vraiment que ce film soit une sorte de blockbuster indépendant, quoi. En plus, il y a plein de détails un petit peu fantastiques, des transitions assez belles, des allégories visuelles assez frappantes, des comparaisons à des poèmes et tout. C'est aux petits oignons, mais je comprends clairement que des gens vont détester. Et c'est difficile à recommander aussi parce que c'est un film un peu extravagant, certes accessible, mais je pense pas que les gens vont tous adorer. Moi j'ai adoré, mais je peux pas vous promettre que vous allez aimer. Contrairement au film de cette liste qui vient, moi je pense, se glisser dans mon top 3 de l'année, c'est Past Lives qui raconte l'histoire de deux jeunes enfants en Corée qui grandissent et se séparent au fur et à mesure des années. La fille part vivre aux États-Unis, l'homme reste en Corée, mais il garde contact jusqu'au moment où l'homme décide de lui rendre visite à New York. C'est Céline Song qui réalise ce film, c'est son premier film. Elle arrive, elle pond un chef-d'œuvre. On dirait la réalisatrice d'Aftersun. C'est une dinguerie à quel point ce film est exceptionnel. Les Wong Kar-wai zouz vont adorer. On dirait clairement un film de Wong Kar-wai, et en regardant ce film, vous allez clairement penser à des films de Wong Kar-wai du style In the Mood for Love et plein d'autres évidemment du réalisateur. C'est vraiment cette histoire des bonnes personnes au mauvais moment, et c'est toute l'intrigue. C'est la manière dont deux personnes peuvent être âmes sœurs mais ne pourront jamais être ensemble, ou pas, je vous laisse voir le film, à cause de plein de choses. Et c'est vraiment lutter contre ces obstacles, si ça vaut le coup d'abandonner ou pas son âme sœur. Il y a deux visions différentes qui s'opposent dans ce film, sans vous révéler la fin évidemment, et tout ça est filmé d'une manière dingue. Je pense en toute sincérité que c'est le plus beau film de l'année. Je n'ai jamais vu New York filmé comme ça. Il y a un art du mouvement, il y a un art de l'image, de la composition des cadres, où la place des personnages dans le cadre et les mouvements qu'ils ont dans le cadre, l'obscurité sur ces personnages-là, les contre-jours ou pas, la lumière qui rentre dans une pièce, les flaques d'eau qui font des gestes très précis, les formes des différentes lumières, que ce soit des lanternes par exemple, qui dessinent des formes très précises, les parallèles par rapport au début à la fin du film, ou même le milieu, l'utilisation des décors, je sais pas, des statues par exemple. J'ai pas envie de vous spoiler les événements visuels, mais un train, la pluie, la manière dont un hôtel est filmé, la manière dont une pièce est filmée, il y a tellement de détails qui t'expliquent tellement la relation entre les personnages et la manière dont ça match ou pas, et les obstacles qui s'y opposent. Et j'adore parce qu'il y a une maturité émotionnelle de fou. C'est des adultes, ils se parlent comme des adultes, il y a des symboles qui sont tellement présents à l'image, qui représentent vraiment l'évolution de cette relation, et le film raconte le plus de choses quand il est silencieux. Il y a un art du silence qui est tellement puissant, qui est tellement bien réalisé, qui est tellement magnifique, que t'aurais laissé le film en mode muet, t'aurais compris toute l'histoire. Mais derrière tout ça, ça évite les clichés les plus basiques. Le film répond aux spectateurs durant le film, et je déteste quand un film fait ça. Quand le film sait déjà ce que tu vas penser, parce qu'il voulait pas écrire une histoire différente et une histoire basique, mais le film retourne ça contre toi, et le film joue avec tes émotions, et t'as tellement des sentiments différents par rapport au film. T'as plusieurs parties de toi qui veulent différentes choses pour les personnages. La thématique de l'âme sœur est ancrée dans la culture coréenne, dans ce film-là, mélangée au
au style un peu cosmopolite, new-yorkais, mais vide. New York dans ce film-là est tellement calme et relaxant et apaisant, mais pas tous les moments. Il y a des subtilités aussi dans les choses qui sont faites, dans l'acting. C'est tellement bien joué, c'est tellement bien réalisé, c'est émotionnellement une bombe. Vous n'allez pas en ressortir indemne. Je dis pas ça en mode négatif ou positif, vous n'allez pas pleurer ou rire ou être heureux, je vous dis pas tout ça. Ce que je vous dis, c'est que le film va vous marquer. J'ai pas vu le temps passer, j'étais hypnotisé par l'œuvre, j'ai trouvé ça absolument majestueux. Et la maîtrise pour un premier film, mais c'est une dinguerie. Comment tu peux suivre un film comme ça dans ta carrière, quoi? C'est clairement l'un des plus grands films de l'année. Il sera dans les tops de toutes les personnes qui l'ont vu, c'est une évidence et c'est compréhensible. Franchement, mon top 3 de cette année, je vais avoir du mal à le choisir parce que ce film-là a quand même bousculé beaucoup de choses. Donc oui, c'est l'un des meilleurs films de l'année. Il est disponible en salle, donc allez le voir. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tous ces films. Les avez-vous adorés ou détestés, ou alors est-ce que je vous ai motivé à aller les voir? J'ai envie d'avoir tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.